Ah, ça y est. On commence dans 20 secondes, 30 secondes, le temps que tout le monde Attends. arrive. Ouais. On attend encore peut-être une minute, parce qu'il y a encore des arrivées. Ah oui, je crois que c'est raisonnable de laisser... Bah, tu peux peut-être... Je vais commencer peut-être. Ouais. Bonjour à Jérôme Tisserand qui vient d'arriver. Je vais commencer l'intro d'aujourd'hui. Au lieu-dit, c'était programmé en octobre dernier. Ça a dû se dérouler là-bas. J'en profite pour saluer les camarades de ce lieu incontournable, où nous espérons pouvoir organiser bientôt de nouvelles rencontres. Même si c'est moins convivial, donc nous composerons avec la Visio ce soir, avec cette heure d'échange autour d'un livre important qu'a publié tout récemment Antonella Corsani aux éditions du Croquant, Chemin de la liberté, le travail entre hétéronomie et autonomie. Ce livre est important parce que non seulement il fournit un diagnostic précieux des transformations du capitalisme cognitif néolibéral, mais en plus, il l'est parce qu'il permet, vous verrez, d'articuler une approche visant à sortir de ces zones d'inconfort et d'aliénation au travail par la mise en valeur de stratégies d'autonomisation de collectifs qui éprouvent une forme de liberté et d'émancipation en se liant ensemble par l'activité, une activité intrinsèquement émancipatrice. Alors Antonella le documente à partir de cas concrets, notamment les coopératives, le cas des coopératives, saisies par une démarche d'enquête originale et féconde, inspirée notamment du pragmatisme. Elle en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, je rappellerai qu'Antonella Corsani était économiste et sociologue, enseignante chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste des transformations du travail, du salariat et des expériences sociopolitiques qui visent une forme d'autonomie, dont elle proposera une définition dans le sillage d'André Gors, qui est un auteur clé de cet ouvrage. Juste après mon introduction, d'ailleurs, je ne me suis pas présenté, Arnaud Saint-Martin, co-gérant des éditions du Croquant. Juste après cette introduction que je ferai très courte, Antonella présentera pendant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, les grandes lignes de son ouvrage. Elle sera ensuite discutée par Thomas Coutreau. Et nous remercions vivement d'être présent ce soir et de contribuer au débat. Il y aurait 10-15 minutes aussi de discussion, d'échange avec Antonella. Thomas, je le rappelle, est économiste, membre d'Attaque et des ateliers Travail et démocratie. Cette première partie de la rencontre sera suivie d'une discussion avec, je ne sais pas comment la qualifier, comment on dit dans le vocabulaire Zoom, la salle, si l'on peut dire. Et je me chargerai de faire remonter les questions qui viendront par le module de chat. Alors moi, c'est la première fois que je le fais, donc je vais essayer d'y arriver. Je vais essayer de regarder ça de plus près au fur et à mesure de l'exposé. Et ce qui serait pas mal, c'est que vous posiez vos questions à tout le monde, conférenciers et tous les participants, de sorte qu'on évite les doublons, les redondances dans les questions qui pourraient être posées. Dernière précision, cette séance est filmée, enregistrée. Filmée, ça c'est une évidence. En tout cas, elle est enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube des éditions du Croquant, qui pour l'instant est relativement confidentielle.
Et on va travailler à la rendre plus visible pour que ces échanges puissent circuler en dehors de cette rencontre de ce soir. Donc, j'en dis pas plus et je transmets le micro à Antonella Corsani qui pourra présenter donc les grandes lignes de Chemin de la Liberté qui est disponible dans les librairies, enfin voilà, en click and collect pour celles qui sont équipées et via notre site des éditions du Croquant, édition-croquant.org. Antonella, à toi. Merci beaucoup, Arnaud. Bonsoir à tout le monde que je ne vois pas. C'est une expérience toujours un peu étrange. J'aurais bien aimé vous voir, donc être dans une rencontre en présentiel. Je tiens à remercier tout d'abord mon éditeur. Je tiens à le remercier parce que dès le premier contact, c'était très, très agréable. Je me suis sentie soutenue et ça, c'est quelque chose de très important et je me suis sentie accompagnée. Donc, vraiment un grand merci à Louis Weber, à Arnaud Saint-Martin et aussi à Catherine Binden qui a organisé cette rencontre. Je remercie aussi Thomas Coutreau. Je suis ravie qu'il ait accepté de me lire et de débattre ce soir de mon livre. C'est un livre auquel je tiens beaucoup pour plusieurs raisons. Et d'abord, pour le présenter, je voudrais commencer par le titre qui peut... Pourquoi Chemin de la Liberté? En tête, j'avais non pas le roman, l'œuvre romanesque de Sartre, j'avais plutôt à l'esprit Les chemins du paradis de André Gorz. Paradis est le lieu libéré du travail en tant qu'activité hétéronome. Et on trouve dans Les chemins du paradis de Gorz, un ouvrage de 83, une définition d'hétéronomie qui me semble assez intéressante. Là où il dit l'hétéronomie ne se résout pas à une question de domination ou d'exploitation. L'hétéronomie relève du fait qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas la maîtrise des finalités de notre activité de travail et on n'a pas la maîtrise du produit de notre travail. Donc, il y a une définition très forte de l'hétéronomie et par conséquent aussi de l'autonomie. Donc, Gorz est un théoricien de l'hétéronomie, on peut dire, mais c'est surtout un philosophe de l'émancipation, comme l'a développé Françoise Golin, et un penseur de l'autonomie. Et voilà le sous-titre de mon ouvrage qui est le travail entre hétéronomie et autonomie. Et en fait, cet ouvrage est intégralement inscrit dans une perspective gorzienne, en ce sens qu'en l'écrivant, je dialoguais dans mon fort intérieur avec André Gorz. Je viens maintenant à la structure de l'ouvrage, qui peut apparaître un peu étrange. Il est organisé en 3 parties. Donc, une première partie qui est, on peut dire, théorique. Et on va de la théorie vers l'expérience, qui est la 3e partie. Mais en réalité, ces parties ont été rédigées, pensées et rédigées en même temps, puisque j'étais immergée dans un travail d'enquête pendant quelque chose comme 15 ans. Et donc, c'était l'expérience qui me faisait penser, c'était l'expérience qui m'aidait à penser la théorie et la théorie qui me permettait de lire l'expérience. Donc, c'était quelque chose qui était complètement dans un moment d'aller-retour permanent entre l'expérience et la théorie. Et donc, le livre peut être considéré à un moment donné comme une sorte de photographie qui arrête ce moment à un moment donné. Mais le lecteur peut le lire dans l'ordre qui lui convient et à la limite, on peut même sauter des parties. Je vais quand même les présenter très rapidement. La première partie, c'est là où je définis quelque chose qu'on peut dire un cadre, mais qui est quoi? Je parle de capitalisme cognitif néolibéral. Donc, il faut que j'explique un peu ces mots. En fait, quand je parle de capitalisme, je ne le saisis pas comme un mode de production, mais plutôt comme une totalité, donc qui englobe, qui intègre l'objectivité et la subjectivité, qui tient ensemble l'économique,
l'institutionnel et tout ce qui relève de ce que j'appelle avec Guattari une fabrique de la subjectivité. Et donc, mon approche, elle n'est pas, je dirais, objective, elle porte sur une analyse des subjectivités. Et en particulier, je vais m'intéresser à cette fabrique de la subjectivité dans le capitalisme cognitif néolibéral. Quand je parle de capitalisme cognitif, je ne le saisis pas comme une nouveauté de l'histoire, puisque je considère que le capitalisme industriel a toujours été cognitif, en ce sens qu'il a mis la connaissance, disons que les processus de valorisation et d'accumulation ont reposé sur l'exploitation de la connaissance, sur la captation des puissances de la connaissance. Mais il devient néolibéral à l'époque contemporaine, et le néolibéralisme, je le saisis dans une perspective foucaldienne, non pas encore une fois comme une politique économique, mais comme une technique de gouvernement des populations qui fait de la concurrence entre individus conçus comme entrepreneurs de soi-même un modèle non pas économique, mais un modèle social. Et donc, dans ce capitalisme cognitif néolibéral, les mots de liberté et autonomie sont véritablement pervertis, en quelque sorte, ou galvaudés, on pourrait dire. Et donc, dans cette première partie, j'essaie de raconter cette histoire-là, de cette transformation du capitalisme et de sa fabrique de la subjectivité néolibérale. Deuxième partie, je vais m'intéresser à... c'est une partie pivot, en fait. C'est une partie pivot. En réalité, c'est le cœur même de l'ouvrage, non pas parce qu'il se situe au milieu, mais parce que c'est véritablement ce qui en fait un peu, je pense, sa spécificité, sa singularité. Puisque la deuxième partie, c'est ce qui me permet justement de basculer de la théorie et de faire agencement avec l'enquête de terrain en travaillant sur l'expérience et sur l'enquête. Alors, cette partie, donc l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est véritablement cette fabrique de la subjectivité du capitalisme cognitif néolibéral qui prend la forme des zones grises. En première approximation, la zone grise définit une zone où, en fait, il y a confusion entre travail salarié et travail indépendant. Les frontières ne sont plus étanches. Donc, il y a porosité des frontières, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une, encore plus qu'une porosité des frontières, il y a une transformation des sujets. C'est-à-dire que le salarié peut bénéficier formellement d'une plus grande autonomie tout en étant lié à son employeur par un lien de subordination, alors que le travailleur indépendant, il est hétéronome malgré l'absence d'un lien de subordination. Ça, c'est sur le plan formel. En réalité, il me semble que pour saisir cette émergence de cette zone grise, il faut la penser d'un point de vue, je dirais, politique. Et donc, le concept de zone grise a été pensé a été forgé véritablement comme concept puissant et non pas comme catégorie sociologique descriptive, mais comme concept politique par Primo Levi dans le bouquin Les naufragés et les rescapés. Et dans ce livre, en fait, il pense à la zone grise comme étant la zone habitée par ces figures qui sont les prisonniers fonctionnaires. Ce qu'il explique, c'est que la fabrique de cette figure qui est maître-esclave en même temps est une fabrique nécessaire pour pouvoir organiser le pouvoir dans les camps de concentration. Alors, est-ce que j'ai trop osé en voulant utiliser cette catégorie? Lui-même, il le dit. J'ai construit une théorie du pouvoir dans les camps, mais qui ne se limite pas aux camps. Allez regarder dans vos entreprises. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Essayer de voir qu'est-ce que c'était, cette fabrique de personnes qui sont à la limite, qui sont assujetties et qui pourtant, subjectivement, elles sont fabriquées comme s'ils étaient dans l'autonomie, dans la liberté, etc. Et donc, c'est cette chose-là qui m'a véritablement intéressée. Mais elle ne m'a pas intéressée de manière abstraite parce qu'en fait, j'étais sollicitée
Et c'est là les figures dont je parle, l'intermittent du spectacle et l'entrepreneur salarié, parce que quelque part, ils sont venus à moi. Je ne suis pas allée à eux. On s'est rencontrés quelque part. C'est une histoire véritablement de rencontre joyeuse, quelque part. Et les intermittents du spectacle qui se retrouvent... Bon, l'intermittent du spectacle est un salarié. L'artiste du spectacle est un salarié, mais il est sous la base un principe de droit qui est la présomption de salariat. Et donc, il est présumé salarié, même si le lien de subordination est faible. L'entrepreneur salarié associé des coopératives d'activité d'emploi est une autre figure très intéressante et complexe, puisque, en fait, c'est une figure on pourrait dire, d'autres entrepreneurs qui deviennent salariés de leur propre entreprise. Au départ, lorsque les coopératives d'activité d'emploi ont été créées au milieu des années 90, ce n'était pas tout à fait ça. C'était accompagné à l'insertion par l'économique, c'était accompagné à la création d'entreprises. Et donc, justement, je vais rencontrer ces expériences à des moments particuliers. Les intermittents, c'est au milieu des années, un peu avant, au début des années 2000, au moment de la réforme des annexes 8 et 10, et quelque part, il y a eu enquête, on pourrait dire, pendant presque 10 ans. Et puis, je rencontre les coopératives d'activité d'emploi, et en particulier une de celles-là qui s'appelle Copanam. Je les rencontre dans un moment de grande transformation, puisque si au départ, ces coopératives offraient un service d'insertion, disons, accompagné à l'insertion ou à la création d'entreprises, elles deviennent, avec Copanam justement, créées au milieu des années 2000, elles deviennent des entreprises partagées. Donc, elles vont investir véritablement un projet d'entreprise, c'est-à-dire elles vont considérer la possibilité de s'emparer de cette institution qu'est l'entreprise et d'en faire autre chose. Et donc, elles vont jongler véritablement, elles vont faire du hacking des institutions du salariat, elles vont inventer une entreprise qui devient une entreprise partagée, puis, lorsque je les rencontre, c'est le projet de devenir mutuelle de travail. Donc, je rencontre ces réalités, et ce qui est très prenant, ce qui est très intéressant, que ces figures, justement, l'entrepreneur salarié, c'est une figure véritablement double. Suis-je un indépendant? Suis-je un petit patron? Suis-je un salarié? Et cette chose-là, cette problématique-là, elle est très intéressante. Et ce qui apparaît, comme pour les intermittents, c'est que la possibilité, parce que c'est quand même des figures, justement, comment elles sont fabriquées dans le néolibéralisme, dans le capitalisme cognitif néolibéral, eh bien, ce qui est intéressant, comment se défaire de la subjectivité telle qu'elle est fabriquée passe par un outil très puissant qui est l'enquête, conçu comme auto-enquête. Donc, ce sont eux qui démarrent un processus d'enquête qui va après prendre une forme d'enquête sociologique, mais qui est une auto-enquête et qui devient, surtout dans l'expérience de Copanam et d'autres coopératives d'activité d'emploi, devient pensée comme recherche-action dans une perspective plus diluée, c'est-à-dire véritablement l'enquête est constitutive à la fois du collectif qui porte cette enquête, et l'enquête, elle n'est pas dans le but de chercher une vérité, mais de transformer le réel. Et c'est véritablement ça qui est porté par ces expériences. Donc l'enquête est cette arme aussi de déconstruction pour se défaire de cette subjectivité telle qu'on l'a reçue, et qui devient, avec notre rencontre, ce que j'appelle la contre-recherche-action. En parlant de contre-recherche, je fais référence plus spécifiquement à l'expérience de la recherche des années 60 en Italie, dans la sociologie radicale, engagée italienne, portée par le mouvement dit opéraïste. Troisième partie, et j'en conclus, c'est temps, argent et liberté. Je ne développerai pas plus. Je tirerai juste une conclusion, parce que j'en étais sur la question de l'autonomie. L'enquête, donc, va être cet outil pour construire un schéma et des stratégies de conquête de l'autonomie réelle.
Et ce qui apparaît notamment dans l'expérience de Copanam en particulier et du mouvement qu'elle a impulsé au sein des coopératives d'activité d'emploi et même au-delà des coopératives d'activité d'emploi dans le mouvement coopératif, c'est que la liberté, entendue comme autonomie, se présente comme un processus, non pas comme un état, comme un processus et comme un processus toujours inachevé. Donc, c'est une action permanente, une recherche-action permanente qui peut permettre d'avancer sur le chemin de la liberté. Elle est de manière consubstantielle, individuelle et collective en même temps. On ne peut pas imaginer l'autonomie comme un processus individuel, ce qui est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Castoriadis ou dans la critique féministe. Elle n'est pas, troisième chose, et j'en finis là, elle n'est pas indépendance, comme d'après le mythe viriliste de la modernité, elle est expérience consciente de l'interdépendance. Et c'est en ce sens qu'elle me semble véritablement tracer un chemin pour une sortie non barbare du capitalisme, comme le cherchait André Gorz. Eh bien, je voudrais dire juste un petit mot pour terminer vraiment. Si jamais, en m'écoutant, vous avez trouvé un intérêt pour ce livre, surtout ne l'achetez jamais chez Amazon. Voilà, c'est juste un petit détail. Merci beaucoup. J'espère avoir respecté les temps. Parfaitement. Vraiment, on est pile dans l'horaire. Je transmets maintenant le micro à Thomas. Oui, merci Arnaud. Et merci Antonella d'avoir pensé à moi pour discuter son bouquin que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire. Alors pour des tas de raisons, notamment ce que tu dis sur Primo Levi. J'ai découvert aussi des auteurs italiens comme Rulani, par exemple, que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ton livre. Mais je vais concentrer mon propos sur deux choses. D'abord, sur qu'est-ce que c'est que la liberté et l'autonomie dans ton approche et avec laquelle je pense que je suis vraiment tout à fait d'accord, tout à fait en phase. Et puis, revenir un petit peu sur cette question de l'enquête, un peu plus en détail que ce que tu as pu le faire dans ta présentation. Alors, je voudrais d'abord dire que je suis vraiment entièrement d'accord avec la démarche politique d'ensemble de ce bouquin. C'est suffisamment rare que je sois d'accord entièrement avec une démarche politique pour le souligner. Dans une société où le travail demeure un déterminant essentiel des expériences individuelles et collectives, un facteur structurant des destinées sociales et aussi du destin politique et écologique de nos sociétés, je crois comme toi que la question de la liberté dans le travail est une question politique essentielle, vitale et considérablement sous-estimée par la gauche aujourd'hui. Et face à un capitalisme plus injuste et plus prédateur que jamais, on ne préservera pas la santé des humains et de la planète et la démocratie, tout simplement, si on ne sort pas de l'hétéronomie capitaliste imposée au travail. Alors, Antonella s'adosse à une conception de la liberté comme autonomie, hein, une conception inspirée directement de Castoriadis, à laquelle je me réfère également. Donc, une conception de l'autonomie comme indissociablement individuelle et collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu libre sans un cadre collectif qui lui fournisse des ressources, des protections et des valeurs, mais il n'y a pas de collectif libre et autonome sans des individus qui sont eux-mêmes susceptibles de codéterminer les règles du fonctionnement du collectif. Donc cette dialectique entre l'individuel et le collectif est fondamentale dans cette conception de la liberté. Donc l'autonomie n'est pas la souveraineté de l'individu monadique, comme dirait Castoriadis, mais c'est l'interdépendance consentie d'individus libres. Alors plus spécifiquement concernant l'autonomie dans le travail, elle est pensée comme la liberté de déterminer le comment et le pourquoi on travaille, c'est-à-dire l'autonomie professionnelle et l'autonomie stratégique. Et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel, sur lequel il y a vraiment un accord entre nous. Après, je vais faire état de quelques désaccords pour quand même pimenter un peu la discussion. J'ai des désaccords assez importants avec ce que dit le livre sur l'analyse du capitalisme contemporain, et en particulier ce que tu appelles le capitalisme cognitif néolibéral. C'est le mot cognitif, moi, qui me pose problème. Hein. C'est-à-dire, en fait,
en utilisant ce terme, on monte en exergue, on monte en épingle un aspect particulier qui est important, mais ce n'est pas le problème, mais qui est un aspect particulier du capitalisme d'aujourd'hui. Mais on pourrait monter d'autres, et d'autres auteurs montent en épingle d'autres aspects tout aussi importants. On parle de capitalisme informationnel, de capitalisme émotionnel, de surveillance ou de biocapitalisme. Bon. Donc, tout ça, enfin, pour moi, nous avons affaire à un haut capitalisme néolibéral, c'est-à-dire fondé sur l'hégémonie du secteur financier, dont les réseaux, finalisés par l'accumulation et le profit, pénètrent de plus en plus profondément dans la trame des rapports sociaux et politiques dans tous les secteurs de la vie. Donc, effectivement, ce n'est pas simplement un régime d'accumulation, c'est un régime politique et qui pénètre et détruit, ce faisant, les rapports sociaux et les rapports politiques, et aussi les rapports entre l'humain et la biosphère. Donc l'idée centrale du capitalisme cognitif, selon laquelle la concurrence se joue fondamentalement autour des enjeux de la production et de la monopolisation des connaissances, cette idée n'a rien de véritablement spécifique à l'époque contemporaine, et Antonella le dit d'ailleurs très justement quand elle intitule son deuxième chapitre « Le capitalisme a toujours été cognitif ». Bon, donc dans les années 90, on avait pu croire à la généralisation d'un modèle post-fordiste de l'autonomie contrôlée, qu'Antonella d'ailleurs décrit comme s'il était toujours aujourd'hui un modèle dominant dans l'organisation et la mobilisation du travail contemporain. Moi, je pense que la vague techno-organisationnelle du début du XXIe siècle, le lean management, la lean production appliquée à tous les secteurs, porte bien davantage que l'autonomie contrôlée qu'on avait analysée dans les années 90, bien davantage des dispositifs de prescription et de contrôle strict du travail, y compris du travail le plus qualifié, du travail créatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas évidemment dans l'innovation et la créativité des zones d'autonomie contrôlée, mais elles ont plutôt tendance à être en voie de prescription et de normalisation. Donc, je dirais que comme toujours, d'une certaine façon, le capitalisme articule différents modes de mobilisation du travail, et celui de l'autonomie contrôlée, il est réservé encore sur un mode de plus en plus dégradé aux sphères les plus qualifiées du salariat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce modèle-là qui s'impose dans les autres sphères. Alors, par ailleurs, là, il y a un aspect qui manque, il me semble, dans la réflexion d'Antonella, c'est l'analyse du phénomène massif et généralisé à l'échelle mondiale de souffrance au travail, lié à la pression actionnariale, au lean management, etc., à la prolifération des bullshit jobs qui rendent malades leurs titulaires. Ça, c'est un phénomène politique majeur qui explique la fuite vers le non-salariat d'une partie, notamment des jeunes, qu'analyse très bien Antonella, mais qui est aussi, pour moi, l'indice d'une résistance sourde, cette souffrance au travail, est l'indice d'une résistance sourde du travail vivant contre son écrasement par le travail mort, et une source potentielle en tant qu'énergie sociale moléculaire, une source potentielle d'alliances et de mouvements sociaux émancipateurs, y compris dans le salariat, autour de la question de la liberté du travail. Bon, ça, c'est la thèse que je développe dans mon bouquin sur libérer le travail, mais bon, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais je pense que Antonella ne prête pas assez attention à ce qui se passe dans l'ensemble du salariat, pas seulement dans les zones grises dont elle parle de façon très, très détaillée et intéressante. Et je termine maintenant sur ce qui me semble, moi, l'apport essentiel du livre d'Antonella, c'est le compte-rendu lucide, informé de première main, de deux expériences sociales emblématiques de cette recherche de la liberté du travail, ou pour le dire autrement, de cette recherche d'un salariat sans subordination. Donc, avec d'autres collègues sociologues et économistes, Antonella a mené 3 recherches-actions de longue durée, 2 avec les intermittents dans les années 2000 et une avec les coopératives d'emploi et d'activité dans les années 2010. Ces démarches d'enquête-action ont été conçues en référence au cadre théorique de John Dewey, philosophe pragmatiste états-unien du début du XXe siècle, dont beaucoup d'entre nous ont découvert seulement récemment l'importance. Pour Dewey, la vie démocratique
nécessite la multiplication du processus d'enquête sociale, par lesquels des citoyens préoccupés par un problème s'en emparent pour le qualifier à partir de la diversité de leurs expériences et construisent ainsi des connaissances communes, se constituent en public, mobilisés et légitimes pour traiter du problème affronté et en tirent des pistes de solutions qui transforment leur expérience et alimentent le débat politique. Antonella résume cette perspective en disant « L'outil est l'enquête, à la fois outil de production de connaissances et de transformation du réel. » Et elle illustre ça très bien par notamment la première enquête menée avec les intermittents du spectacle de 2002 à 2004, à la fois par l'élaboration d'un questionnaire qui a été l'occasion pour un groupe de travail composé de chercheurs et de professionnels bien de faire ressortir dans les questions qu'ils allaient poser ensuite aux autres professionnels, de faire ressortir ce qui importait pour eux dans leur travail, dans la qualité de leur travail. Et en faisant ensuite passer ce questionnaire auprès de 1200 intermittents, ils ont fait émerger une vision collective de choses qui étaient, que chacun d'entre eux peut-être, dont chacun d'entre eux avait une expérience individuelle, mais qui n'était pas constituée comme une connaissance commune et comme un objet de mobilisation politique. Et c'est cette élaboration qui a permis notamment l'élaboration ensuite d'un nouveau modèle d'assurance chômage qui a inspiré les revendications des intermittents depuis lors jusqu'à 2016, où finalement l'apogée du mouvement des intermittents avec sa victoire et le retour à la date anniversaire fixe de calcul des droits qui était une des revendications majeures du mouvement depuis plus de 10 ans. Alors la deuxième enquête, Antonella, je n'ai pas le temps d'en parler, mais cette deuxième enquête sous forme de piquerie commanditée par le Conseil régional Île-de-France a échoué du fait qu'elle a voulu élargir le focus de l'enquête à l'ensemble des précaires, y compris peu qualifiés, qui ne participaient pas du tout de la même expérience de travail que les intermittents, et du coup, elle n'a pas vraiment fonctionné. Et je terminerai, enfin voilà, la troisième enquête auprès des coopératives d'activité et d'emploi, dans les années 2010, a permis, selon mon interprétation de ce qu'écrit Antonella, peut-être qu'elle me corrigera, mais de faire émerger du débat et de la confrontation entre les chercheurs et les professionnels des problèmes clés jusque-là informulés, comme par exemple celui qui me semble essentiel, de la reconnaissance du temps de travail politique des membres d'une coopérative qui ont un projet politique de réinstituer en permanence leur entreprise, comme l'expliquait Antonella, mais ça, c'est du temps de travail, de faire ce travail politique, et la reconnaissance de ce temps de travail est loin d'être évidente. Voilà, donc moi je pense qu'on a… alors, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Ateliers Travail et Démocratie et qui essaie de faire avancer cette idée que la question de la démocratie dans le travail, de la liberté dans le travail est une question politique centrale aujourd'hui. En ce moment, on est en train de travailler avec un collectif de soignants qui, dans la foulée des mobilisations de soignants de ces dernières années, essaie de construire du commun entre les différentes professions, médecins, infirmières, aides-soignantes, etc., et puis aussi entre les spécialités, parce que Dieu sait que c'est un monde très hétérogène, le monde des soignants. Et moi, je pense que dans cette réflexion qui est en cours, qui ne fait que commencer, en fait, l'apport de livres d'Antonella pourrait être extrêmement intéressant comme expérience inspirante d'écriture, enfin de rédaction, de travail collectif autour d'un questionnaire, ensuite de passation de ce questionnaire qui permet de penser autrement une expérience commune, de la rendre vraiment commune, et puis de mobiliser et d'élaborer de façon féconde des propositions alternatives beaucoup plus fondées et beaucoup moins abstraites que ce qu'on peut élaboré à partir d'un discours macro-social, macroéconomique relativement abstrait. Donc voilà, merci Antonella. J'espère que les pistes d'action que tu as ouvertes dans ta pratique sociale et dans ton bouquin seront inspirantes pour d'autres.
Avant que tu répondes, Antonella, je réitère hein, ma suggestion. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à utiliser le module de chat et je les fais remonter juste après les réponses qu'apportera Antonella. Merci en tout cas. Bon, merci beaucoup Thomas pour cette lecture de mon livre. Ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment très plaisir. Alors, il n'y a pas vraiment de questions. Je voudrais revenir sur un point pour expliquer pourquoi j'ai tenu à continuer d'appeler ce capitalisme cognitif néolibéral. On est tout à fait d'accord qu'on peut parler de capitalisme néolibéral en sachant que justement, je ne pense pas que ça suffise d'enlever le néolibéral pour qu'on se libère en fait. Hein. Je pense qu'il faut prendre le capitalisme néolibéral comme un tout et le problème, c'est ce tout. Et pourquoi je tiens à le définir cognitif? Bon, je dis, en suivant Roulani, que Thomas a remarqué, c'est un auteur que je pense vraiment très, très intéressant, Ezio Roulani, je repris sa propre critique en disant le capitalisme a toujours été cognitif. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte de penser le capitalisme comme cognitif, en spécifiant que dire capitalisme cognitif, ça veut dire avant tout que le capitalisme a besoin et a eu besoin de la connaissance. Mais dire que le capitalisme a toujours été cognitif, pour moi, c'est deux choses importantes. C'est la première, c'est de dire que le soi-disant développement des forces productives n'est pas un produit du capitalisme. La puissance collective de produire des connaissances préexiste au capitalisme. Mais donc, c'est penser le capitalisme comme puissance de captation de cette intelligence collective. Et donc, c'est quelque part aussi la possibilité de penser le problème aujourd'hui qui apparaît comme problème écologique, non pas comme une erreur ou une dérive de l'histoire du capitalisme, mais inscrite véritablement dans son histoire. Puisque justement, il a capté, il a contrôlé, il a pris le contrôle, il a subsumé, si on reprend la terminologie marxienne, il a subsumé d'abord formellement puis réellement la sphère de la science, la sphère de la connaissance, au-delà de la simple science, hein, de la connaissance scientifique, la sphère des connaissances. Et en faisant cela, a été véritablement une force de destruction. Hein. Donc, j'en ai besoin pour pouvoir justement penser cette histoire du rapport à la question de la connaissance. Si je vais prendre en compte la connaissance, je suis aussi obligée de revoir les catégories politiques avec lesquelles, de la théorie politique, avec lesquelles on a analysé l'histoire du capitalisme. Et c'est cette chose-là aussi qui m'intéresse, c'est-à-dire revenir sur l'histoire. Et je suis obligée, à partir justement de la prise en compte de la connaissance qui n'était pas dans le mode d'exposition, d'analyse de la représentation du capitalisme. Voilà pourquoi je tiens beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose. Concernant la question de la multiplicité des formes que tu dis, Thomas, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une multiplicité de formes. Maintenant, il est vrai aussi que je me suis limitée à cette expérience de travail et donc à ces figures qui sont poussées vers la création de leur propre entreprise. Donc, qui sont poussées d'une manière particulière à créer leur propre entreprise et voir les formes d'organisation qui se mettent en place. Donc, sur des formes spécifiques, et donc je ne traite pas d'une multiplicité de formes. Là, par exemple, j'ai commencé à traiter la figure du salarié entrepreneur, c'est-à-dire celui qui est poussé à l'intérieur de l'entreprise, notamment sur le modèle Google, mais sans pas simplement, à créer une entreprise interne à l'entreprise qui l'emploie, qui est une nouvelle figure encore d'autonomie particulière.
il est évident qu'il y a une multiplicité de formes avec la question de la prescription, mais qui est aussi prescription des comportements. Et en ce sens, quand je prends en compte les analyses des grilles d'évaluation des salariés, on voit bien que l'autonomie devient un des critères d'évaluation des salariés. Et donc, ça veut dire quelque part qu'effectivement, l'économie est prescrite. Donc, dans la prescription, rentre même le comportement, soi-disant, autonome. Donc, je suis d'accord sur la complexité dont tu parles, mais je pense aussi qu'il faut pouvoir après descendre sur des analyses fines de forme spécifique. Alors, quant à la souffrance au travail, c'est quelque chose peut-être que je n'ai pas assez développé, mais qui est important, notamment dans les coopératives d'activité d'emploi. Beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer, qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a construit l'enquête, sont des personnes qui ont fui véritablement le salariat après des expériences plus ou moins graves de souffrance au travail. Et donc, cette problématique de la souffrance au travail, elle est aussi présente parce que le fait, par exemple, que des personnes disaient « jamais plus ça dans ma vie hein, »,« jamais plus ça dans ma vie », avec des expériences diverses et variées, mais peut-être quelque chose que je dois spécifier, qui est aussi une de mes interrogations, c'est-à-dire que les deux réalités que j'ai analysées sont deux réalités qui sont assez spécifiques, analysées, je les ai analysées, disons, les deux expériences dans lesquelles j'ai pensé avec, j'ai accompagné dans la mesure de mes capacités relativement limitées leur transformation et leur devenir. Mais dans ces deux réalités, c'est quand même très particulière, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de formation qui est très, très élevé. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de population qui vit de travailleurs qui vit ces expériences. Hein. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Que ce soit chez les intermittents du spectacle et encore plus dans les coopératives d'activité d'emploi, le niveau de formation est très élevé. Donc, c'est une population tout à fait spécifique. Ce n'est pas la même structure de la population qu'on retrouve dans l'ensemble de la population française. Voilà, donc ça me semble important. Et voilà, je m'arrêterai là pour laisser un peu plus de temps pour le débat. Oui, il y a plein de questions en fait. je vais en lire une première de Manola Antonioli qui écrit Antonella écrit que la domination n'est jamais totale et qu'il reste donc l'espoir d'ouvrir les chemins de liberté vers l'autonomie. La situation actuelle nous fait craindre de plus en plus que la domination néolibérale, associée désormais à un biopouvoir délirant, si elle n'est pas totale, s'étend de plus en plus et sans rencontrer de résistance efficace. Qu'est-ce qui nous permet encore, malgré tout, de garder l'espoir d'ouvrir ces chemins de liberté vers l'autonomie, au travail et ailleurs? Je réponds? Si tu veux. En fait, j'ai terminé en disant que Gauss parlait du risque d'une sortie barbare du capitalisme. Je pense qu'il avait tout à fait raison et qu'effectivement, il y a un risque de sortie barbare du capitalisme et que c'est pour ça que je pense que comprendre le sens de ces expérimentations, les accompagner, ça veut dire aussi les aider à résoudre des problèmes. Hein, parce que la question, c'est aussi que l'enquête surgit lorsqu'il y a un problème. Si l'enquête est une expérience permanente de ces coopératives, c'est que justement, on accepte que les problèmes sont là et que donc, il faut chercher des solutions. Il me semble que ce que je tente de dire depuis longtemps maintenant, c'est qu'en tant que chercheur, on peut faire aussi quelque chose qui est d'accompagner les expériences qui nous semblent porteuses d'une possibilité de tracer des schémas. Mais c'est des schémas, ce n'est pas des autoroutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je pense qu'il est très important, par contre, et ça, j'y tiens vraiment beaucoup, que des expériences, elles existent, elles résistent
elles existent, elles résistent. Il faut justement les soutenir, mais non pas simplement pour elles, mais parce que la liberté est toujours, comme autonomie, est toujours un processus individuel et collectif. Leur liberté, c'est la mienne, et ainsi de suite. Donc, il me semble vraiment important de ne pas s'inscrire dans une perspective de la fin, qui plus rien n'est possible, parce qu'effectivement, il y a un risque qu'on ferme ces schémas au lieu de les ouvrir et de les mieux tracer, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire qu'on continue dans cette perspective-là. Et on a des possibilités. Je pense, quand je dis la question des chercheurs, je pense que c'est important parce que Thomas, toi, tu as apprécié la démarche d'enquête, mais c'est une démarche qui est contestée profondément par les chercheurs. La démarche pragmatiste, elle est reconnue par un nombre très limité de personnes. La validité, en plus, je ne pense pas apporter, je veux dire des vérités, mais accompagner à trouver des solutions, c'est deux choses complètement différentes. La démarche pragmatiste n'est pas, invite à une autre épistémologie. Et donc, on continue de chercher des vérités alors qu'on cherche des solutions qui peuvent être non pas la meilleure, mais des solutions qui sont bonnes à ce moment-là. Et donc, je pense véritablement que, voilà, il ne faut surtout pas s'inscrire dans une logique où plus rien n'est possible parce qu'il y a des formes d'existence et de résistance qu'il faut accompagner. Voilà. Alors, maintenant, il y a plein de questions et je dois naviguer entre le chat et les questions et les réponses, donc j'ai un peu de mal. Mais je crois que Fabrice Flippo a une longue question que je vais lire. Je partage la démarche d'Ewiyen, c'est dur à dire. La question qu'on se pose toutefois est de savoir comment passer d'expériences comme Copanam, dont j'ai connu quelques membres de très petite taille, coopérative, à quelque chose de plus vaste. Une autre question, donc là c'est la question de l'échelle, hein, une autre question relative au capitalisme cognitif encore, est tout de même la montée du tertiaire. Bien sûr, le capitalisme a toujours été cognitif, mais les manipulateurs de signes, entre guillemets, assis sur un fauteuil, ce qui est curieux, et que le chat cache les lignes dès que c'est trop long, alors je ne sais plus ce que j'écris. Donc ça, je crois que ce n'était pas du tout dans la question. Toutes des caractéristiques assez différentes de l'usine de Renault-Billancourt, pour être très schématique. Je pense notamment au rôle du numérique. Pascal Lamy disait que la mondialisation, c'est Internet et le conteneur, voir les thèses sur l'entreprise en réseau notamment, réseau de transport notamment, d'où des organisations très vastes géographiquement par exemple. C'est plutôt un commentaire. Donc voilà, la question de l'échelle, comment on monte en échelle depuis ces expériences très locales vers des ensembles plus vastes. Je peux en prendre d'autres, hein, éventuellement. Donc, il y a... OK. Ouais. Bon, je peux répondre en essayant d'être rapide. Comment passer de la CAE à quelque chose de plus vaste? Eh bien, c'est bien ça la question importante. Or, il me semble que, par exemple, déjà les CAE, ils y pensent par eux-mêmes. Hein. Donc, le fait d'avoir créé des alliances, on pourrait parler, en prenant le langage des entreprises, des alliances stratégiques entre coopératives, me semble véritablement très, très important. C'est-à-dire, on peut imaginer une sorte, par exemple, de multinationale des alternatives, non? Une multinationale, mais qui est faite sur le modèle de Copanam. Alors, il faut que je l'explique quand même un peu, le modèle de Copanam. Parce que Copanam, qu'est-ce qui m'a véritablement fasciné dans cette expérience de Copanam? D'avoir posé la question du pouvoir d'emblée, c'est-à-dire de ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de relation de pouvoir. Il y avait un peu de cette je dirais, illusion ou un mythe dans certaines formes alternatives de coopératives qui ont existé, etc. Copanam a pris d'emblée la question du pouvoir. Les relations de pouvoir existent, on ne peut pas s'en défaire. Le pouvoir, on ne peut pas s'en défaire. Il existe, donc on peut le travailler. Et cette idée-là, je l'ai trouvée très, très intéressante parce qu'elle est présente, on ne fait pas semblant qu'il n'y a pas de pouvoir.
il est, comment on le travaille, comment on le distribue. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était comment ils organisaient véritablement, comment ils inventaient des règles, des institutions pour pouvoir à la fois organiser le collectif et l'autonomie pensée à chaque niveau, que ce soit au niveau de l'individu, que ce soit au niveau des collectifs qui existent à l'intérieur de Copenhague, que ce soit au niveau des coopératives qui sont filiales de Copenhague, que ce soit dans les relations avec d'autres coopératives, de sorte à pouvoir devenir grand sans inscrire le grand dans la hiérarchie et donc dans la reproduction de relations hétéronomes. Donc, comment on travaille le fait d'être grand. Donc, est-ce que c'est possible de devenir grand? Je pense qu'aujourd'hui, les expériences qui ont été menées avec d'autres coopératives comme Smart notamment, Smart étant au départ une grande association belge qui s'est transformée il n'y a pas très longtemps en coopérative et qui est inscrite véritablement, je dirais, dans son devenir coopérative, même sur le plan formel, elle est déjà une coopérative, mais elle est inscrite dans un long parcours de devenir coopérative parce que quand on a 65 000 membres et on est une association, ce n'est pas évident de devenir coopérative. Hein, et coopérative qui implique ce degré d'implication de tout un chacun. Donc, je pense que comment on peut devenir plus grand, est-ce que c'est possible de devenir plus grand? Mais je pense qu'on peut imaginer quelque chose, c'était ce que j'imaginais quelque part, c'était en imaginant par exemple le nouveau modèle d'assurance chômage conçu par les intermittents, conjugué avec ces multinationales, on peut dire, d'entrepreneurs salariés associés et qui devient in fine, par exemple, si vous allez sur le site de Copenhague, maintenant on trouve coopératrices et coopérateurs. Donc c'est déjà se défaire aussi de cette ambiguïté hein, pour devenir encore autre chose. Eh bien, en imaginant ça et en le conjuguant aussi avec des expérimentations, je pense à quelque chose sur lequel je suis en train de travailler actuellement, des expérimentations que j'appelle écosophiques, de collectifs qui justement travaillent avec les trois écologies de Guattari, l'écologie mentale, l'écologie environnementale, l'écologie sociale. Eh bien, en imaginant l'articulation de ces réalités, on peut commencer à imaginer quelque chose. Encore une fois, c'est des schémas de liberté hein, qui se préfigurent. Quelque chose de plus vaste, je pense qu'il est pensable. Je n'ai pas répondu à l'autre question de Fabrice, mais je ne vais pas répondre sinon. Sur le tertiaire et le rôle du numérique. Mais sinon, on est déjà presque à la fin du temps. Oui, parce qu'il y a plein de questions. Il y a énormément de questions d'un coup qui sont arrivées. En fait, là, il y a une réflexion, question qui est venue et je pense qu'il est vraiment dans le prolongement. Je n'arrive pas à voir le nom, ça apparaît pas sur la question, je suis navré. C'est une personne qui était engagée à Copenhague. Je pense que donc ça fait lien avec ce que tu disais. Donc, merci Antonella. Au travers de Copenhague ou de Smart ou de Bigre, nous avons essayé et essayons encore d'attirer largement à la coopération, de ne pas avoir peur des grands nombres, d'essayer d'être des écoles de la coopération sans sélection à l'entrée. Pourtant, et c'est là, je pense, la difficulté, hein, nos entreprises ne grandissent pas substantiellement. Nous sommes quelques milliers seulement 20 ans plus tard. Et nous vivons dans la crainte d'être élitistes, à force d'être exigeants. Donc, c'est exactement la même question, mais je pense que par un autre biais, par un autre chemin qui est posé, comment créer donc des mouvements massifs hein, autour de cette quête d'autonomie sans pour autant tomber dans le stéréotype de l'élitisme, hein, de l'activité autonome, etc., créatrice. Oui, ce pourtant, je le connais bien et je suis tout à fait d'accord. Alors pourtant, je pense que quand je parlais de la fabrique néolibérale de la subjectivité, je pense qu'elle est vraiment très importante. Elle est très importante dans le sens que in fine, c'est on va être attiré quand même par des dispositifs de soi-disant indépendance
j'ai un peu peur de vexer quelques-uns en donnant des exemples. Lorsque je suis retournée chez les intermittents et j'ai parlé des coopératives d'activité d'emploi, en sachant qu'avec les intermittents, on avait retrouvé une figure qui était un peu celle de l'entrepreneur salarié qu'on avait appelé l'employeur-employé, qui était une figure assez importante dans l'ordre d'un intermittent sur trois se reconnaissait comme à la fois salarié et employeur ou entrepreneur en fait. Eh bien, j'ai eu des réactions très de résistance, en fait, en préférant la petite entreprise individuelle qui peut bénéficier d'une plus grande liberté. Et donc, le modèle, par exemple, dans le secteur du spectacle, est plutôt celui de la petite association qui abrite la compagnie du réalisateur, du metteur en scène, pardon, du metteur en scène et qui préfère pouvoir avoir sa petite entreprise. Donc, la culture, la subjectivité de la petite entreprise, elle est forte. Hein, je veux dire, l'attrait de cette idée de la petite entreprise, elle est forte. Elle est forte et bien entendu, c'est justement après, l'enquête avait joué ce rôle aussi de déconstruction un peu. Mais quand, je vous répète, quand je suis retournée, en fait, j'ai trouvé une forte résistance, même si maintenant, je suis sollicitée par le secteur du spectacle, par une organisation dans le secteur du spectacle, justement pour voir les possibilités d'accompagner des formes de coopératives. Et après, il y a une autre grande difficulté qu'il faut prendre en compte, c'est les obstacles institutionnels, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bataille une bataille institutionnelle contre ces expériences. Dernière en date, c'est certainement l'attaque qu'il y a eu d'une coopérative qui embauchait des intermittents du spectacle et qui étaient donc ces intermittents ont perdu leurs droits. Pôle emploi a détruit, disons, a bloqué l'ouverture de droits pour ces personnes au titre qu'il ne s'agirait, on ne peut pas retrouver le lien de subordination qui permet, etc., etc. Là, je n'ouvre pas ce chapitre très complexe. Il y a le problème quand même institutionnel qui est important, qu'il n'y a pas véritable, c'est des batailles importantes sur le plan institutionnel pour inventer de nouvelles institutions, pour les faire exister, pour pouvoir garantir les droits. Et il y a de l'autre côté une fabrique qui continue de fonctionner. La fabrique néolibérale fonctionne, continue de fonctionner. Et donc, effectivement, le mouvement des coopératives d'activité d'emploi, c'est quelque part a connu un développement plus faible. Disons, il n'a pas connu le développement qu'on aurait pu espérer pour ces deux raisons, je pense. Hein. Un obstacle institutionnel et un obstacle véritablement par la puissance de cette fabrique de la subjectivité. Oui, Thomas. Et juste un point, c'est à quoi ça sert ce qu'on fait là, ce que font les coopératives d'activité, ce qu'ont fait les intermittents, ce que font les innombrables initiatives d'économie solidaire, de circuits courts, etc. dans le monde. Alors évidemment, c'est pas dominant, ça ne renverse pas le capitalisme néolibéral, mais c'est un travail de construction d'un imaginaire collectif, d'un imaginaire alternatif. Si on a créé la sécurité sociale en 1945, c'est parce que pendant des décennies, des ouvriers s'étaient réunis pour faire des mutuelles, même des patrons avaient créé des mutuelles pour stabiliser leurs ouvriers, et s'était créé un imaginaire comme ça, de l'assurance contre la maladie et contre la vieillesse, et puis ça s'est imposé de toute évidence dans l'imaginaire collectif à la libération. On est en train de créer cet imaginaire-là à partir de petites expériences, mais qui se multiplient un peu partout dans le monde et qui sont en train, je pense, de commencer à constituer cet imaginaire collectif, cet imaginaire instituant dont nous avons besoin pour bouleverser les institutions actuelles. Tu veux répondre, Antonella ?
Mais je suis tout à fait d'accord avec Thomas, en fait. Hein. Je suis vraiment complètement d'accord avec lui sur cette histoire d'imaginaire instituant. On est parfaitement d'accord. C'est vraiment un peu cette idée-là, avec cette idée-là que je travaille notamment avec, je ne l'ai pas nommée, et pourtant c'est important parce que sans elle, je ne serais pas là. C'est Marie-Christine Bureau, avec qui j'ai, ça fait 10 ans, qui est vraiment dans la joie. On a rencontré ses expériences, accompagné ses expériences, voilà, et dans la grande sérénité qui est rare, hein, chez les chercheurs en fait. Voilà. C'est déjà, disons, je dirais, c'est une expérience écosophique avec Marie-Christine. Voilà. Et j'ai eu de la chance. Alors, parlons recherche. Là, il y a des questions de vocabulaire et de théorie sociologique, puisqu'on parle d'activité, d'autonomie. Pasquale Di Muro pose la question de l'agency. Est-ce que tu formules, est-ce que tu te rapproches du concept d'agency, d'agencéité ou d'agentivité, et quel est son rapport avec l'autonomie? Et une question pendante, redoutable, est-ce que la masse peut être autonome? Bon, alors sur Agency, je suis désolée de ne pas donner de réponse à Pasquale De Muro, mais je ne travaille pas du tout avec cette catégorie. Donc, je ne l'ai pas prise en compte, je n'ai pas travaillé avec cette catégorie. J'aime vraiment beaucoup hein, la catégorie autonomie et je pense que je vais continuer de la penser comme autonomie. Et donc, non, je ne me suis pas du tout mesurée avec Agency pour comprendre s'il y avait en plus quelque chose à faire avec. Je pense que j'aime aussi le mot d'autonomie. Je l'ai travaillé, j'essaie de le... Bon, est-ce qu'il peut y avoir une autonomie de masse? Dire que l'autonomie est, avec Castoriadis, que l'autonomie est toujours individuelle et collective en même temps, et qu'elle est impensable comme projet individuel si elle n'est pas inscrite dans une démarche collective. Est-ce que je dois parler de masse? Je parle de collectif, non pas de masse. L'idée de masse me semble faire perdre la singularité de chacun, ça massifie. Hein. Collectif, c'est un mot que j'aime aussi beaucoup, qui me semble important à travailler, hein, surtout dans une société comme la société néolibérale dans laquelle on est repoussé vers les individus, vers l'isolement des individus, et bien entendu dans un moment comme aujourd'hui où, je dirais, la pandémie nous accompagne pas beaucoup dans des tentatives de recomposition des collectifs. On est repoussé de plus en plus et je crains vraiment beaucoup hein, les conséquences sur le travail aussi de la pandémie et donc des expérimentations qui se font avec le confinement. Comment on peut aller de plus en plus vers une individualisation. Et donc, je pense que collectif est un mot que je voudrais sauvegarder jusqu'au bout. Peut-être travailler véritablement la puissance du collectif, puisqu'on en a besoin, vraiment besoin. Et donc, je n'utiliserai pas la masse, mais je pense que l'autonomie est véritablement collective. Bien. Plus spécifiquement maintenant sur le travail, j'ai deux questions qui sont finalement assez liées, enfin, qui peuvent rebondir l'une sur l'autre. Une de Tom Montel, une libération dans le travail et qui ne vire pas une libération du travail, ou au contraire par le travail, est-elle possible? Première question. Tu peux y répondre maintenant si tu veux, ou j'enchaîne. Elle est technique. Le même, hein, ouais. Qui pose les questions les plus difficiles. Bon, en fait,
Effectivement, alors je peux essayer de prendre la question de manière, je dirais, par l'expérience. Je ne vais pas finir à nouveau dans la théorie, mais par l'expérience. Si on prend le cas des intermittents du spectacle, ce qui est apparu pour moi très intéressant, c'est que la bataille qui était menée autour de l'assurance chômage, à un moment donné, m'est apparue véritablement comme une bataille pour le temps. Avec Marie-Christine, on a écrit un texte que j'aime beaucoup. La maîtrise, c'est paru dans la revue Temporalité, dans laquelle on a repris les tracts des intermittents du spectacle et on a essayé de les lire justement pour voir comment cette bataille était une bataille sur le temps. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, effectivement, la question de l'assurance chômage était ce qui permettait quelque part de libérer du temps et par là de libérer du temps qui pouvait être consacré à des activités qui étaient des activités non finalisées, donc des activités, pour reprendre la définition de Gord, véritablement autonomes, et que donc, si on s'en tient à la définition de Gord, on est déjà dans une libération du travail. Si on définit le travail avec Gord comme une activité intrinsèquement hétéronome, puisque finalisée, si on le définit comme ça, avec Gord, comme une activité hétéronome, puisque c'est toute activité dont la finalité est autre que l'activité elle-même. Par exemple, étudier pour connaître, c'est une activité autonome. Travailler pour accroître son capital humain, c'est du travail, puisque l'activité d'étudier, je dis travailler, d'étudier, n'est plus finalisée à elle-même, mais finalisée à autre chose. Donc, c'est ça la définition qu'est donnée Gord de autonomie du travail. Et donc, dans ce sens, on voit que la bataille des intermittents pour le temps était une bataille pour libérer du temps permettant des activités qui visent à être des activités autonomes au sens donc qui ne sont pas du travail. Donc, ça revient sur la question de la libération du travail. J'espère avoir répondu. Et donc, est-ce que quand on parle de travail, la libération dans le travail, par le travail, est-elle possible? Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu plutôt, effectivement, là, du coup, ça revient peut-être à la question que tu as mis en exergue tout à l'heure, Thomas. C'était l'histoire de l'enquête et chez les entrepreneurs salariés et le problème de cette activité débordante, puisque en fait, les enquêtes qu'on a réalisées portaient véritablement sur temps et argent. C'est pour ça que la partie temps, argent et autonomie, en fait. C'est pour ça que la troisième partie porte ce titre. Et donc, le fait que chez les entrepreneurs salariés, on retrouve un grand équilibre dans la journée moyenne de l'entrepreneur salarié. Et en revanche, c'est chez ce qui porte les salariés de la structure, je dirais les politiques, ce qui porte le projet des coopératives, on a trouvé des journées qui étaient tout simplement impressionnantes, avec des temps débordants. Et donc là, effectivement, on est dans une sorte de travail qui vise à fabriquer de la libération dans le travail. Et donc, on a cette complexité-là qu'on retrouve. Donc, j'espère avoir, oui, répondu à une question qui était un peu complexe. Voilà. Une question. Merci en tout cas pour vos questions qui sont belles. Oui, il y en a encore une là. Vos analyses et votre utilisation de la notion de zone grise s'applique-t-elle à des travailleurs cumulant statut salarié et statut d'auto-entrepreneur? Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. Et en fait, il y a quelque chose. Alors, souvent, j'étais critiquée parce que on dit les indépendants, c'est une catégorie en voie de disparition, rien de nouveau. Oui, cependant, on ne prend pas en compte le fait que beaucoup de nouveaux indépendants sont des salariés à mi-temps, à temps partiel.
Et notamment, par exemple, quand on prend dans les coopératives d'activité d'emploi, mais bien sûr, on trouve beaucoup de personnes qui ont un emploi à temps partiel comme salariés et que, soit par choix, soit par contrainte, ont un emploi à temps partiel et que développent une activité indépendante à l'intérieur de la coopérative. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. À un moment donné, j'ai regardé les statistiques, puisque autrefois j'étais économiste, et donc je me calais beaucoup sur les statistiques. Et quand on regarde la mutation de la structure de l'emploi en France, c'est tout simplement impressionnant. C'est-à-dire, sur une période de 30 ans, c'est grosso modo ça, un peu plus, peut-être 40 ans, on a eu, dans le bouquin, il y a les données, on a eu une progression des emplois, du nombre d'emplois créés de l'ordre de 7 millions, et dont 6 millions, c'est des emplois de femmes. La plupart à temps partiel. Donc, on a véritablement un phénomène qui était très important. Le temps partiel est quelque chose de très, très important dans la structure de l'emploi. Et donc, beaucoup d'indépendants, même si donc beaucoup de personnes développent des activités indépendantes, bien que d'un point de vue statistique, soient toujours comptabilisées sous l'activité salariée. Ça, et d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, on ne comprend pas parce que le taux de salarisation aux États-Unis est très élevé. Il est de l'ordre de 95%, si je ne me trompe pas. Et quand vous allez sur le site là, ça m'échappe le nom, pourtant j'en parle dans le livre, des freelancers, le site de la Freelancer Union, on voit que le nombre est exorbitant et on ne comprend pas pourquoi. Parce que justement, on est dans des situations de cumul d'emplois. Et plus on va vers des formes de flexibilité des emplois, plus on va vers des cumuls d'emplois. Et donc, effectivement, tout à fait, la zone grise est exactement aussi cette zone où on trouve cette situation de double emploi. Bien, alors on a dépassé de 10 minutes et je dois assurer le chronomètre. On va conclure gentiment. J'ai deux informations à passer. Bon, déjà, vraiment, lisez cet ouvrage, vraiment important. Vous pouvez le retrouver en circuit court via notre site et aussi il y a une information intéressante qui a transité par le chat. Les libraires qui vendent par correspondance sont exonérés des frais postaux. Se faire livrer un ouvrage acheté à distance dans une librairie coûte 1 centime et un peu de temps d'attente, bien sûr. Voilà. Et l'autre information, il y aura, j'espère, s'il n'y a pas de couvre-feu ni de confinement en janvier, une nuit de la lecture à Paris. Et nous, on avait organisé il y a 2 ans une soirée au lieu-dit. Donc, on prévoit de faire une soirée au lieu-dit, je crois que c'est le vendredi, je crois que c'est peut-être fin janvier. Et on réinvitera Antonella et Thomas, si vous êtes présents également, pour discuter encore du livre, dont les analyses seront évidemment encore très pertinentes et actuelles pour échanger sur les transformations du travail contemporain. Donc, j'en ai fini, on en a fini. Bah, merci beaucoup à tous d'être venus. Vous étiez 60, c'est impressionnant. Très sage, hein, vous ne pouviez pas parler, c'est un peu frustrant, j'imagine. Mais encore une fois, on pourra le faire, j'espère, en janvier, si ça va mieux. Donc, merci encore et puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. À au revoir. tous. À bientôt. À bientôt. Et toutes. À bientôt Merci en janvier. beaucoup. Donc. En janvier. Au revoir. Espérons-le.